Alors tout d'abord, retour rapide sur le thème 3 avec le grand 2, l'histoire géologique expliquée par la tectonique des plaques d'après le C'est pas sorcier que vous avez vu. Donc correction ici des termes que vous deviez compléter. Alors il y a une petite faute ici, il faudrait ajouter supérieur après manteau, mais sinon l'ensemble est juste. On arrive donc maintenant au thème 4, tectonique des plaques, l'histoire d'un modèle. Je vous ai distribué une feuille que vous allez compléter. Vous avez ici dans votre livre, page 73, le rappel des deux zones importantes où l'on peut visualiser la tectonique des plaques. Ici, dans le Pacifique, une zone de dorsale où les plaques s'écartent. On a la schématisation ici. Et par contre ici, une zone où les plaques se rencontrent. La plaque pacifique passe sous la plaque sud-américaine, comme on le voit ici, c'est ce qu'on appelle la subduction. Rappel nécessaire pour aborder le thème 1B que vous avez sur votre feuille. Vous allez donc compléter cette feuille et noter ce vocabulaire et leur définition bien sûr dans votre carnet. Tectonique des plaques, l'histoire d'un modèle. Eh bien, qu'est-ce qu'un modèle? Eh bien, c'est une construction intellectuelle hypothétique et modifiable. Au cours du temps, la communauté scientifique va affiner ce modèle, le préciser, en le confrontant en permanence au réel. Il a une valeur prédictive pour prévoir par exemple l'éruption d'un volcan, et c'est souvent l'une de ces prédictions qui conduit à la recherche d'un fait nouveau qui, suivant qu'il est ou non découvert, conduit soit à étayer ou alors à modifier le modèle. La solidité de ce modèle est peu à peu acquise par l'accumulation d'observations en accord avec lui. Les progrès techniques accompagnent le perfectionnement du modèle tout autant que les débats et les controverses qu'il suggère. Il y aura plusieurs chapitres dans ce thème, donc vous prenez une nouvelle page pour le chapitre 1, de la naissance de l'idée aux interprétations actuelles. La naissance de l'idée est venue au début du siècle grâce à Wegener. Habituellement, en TP, on utilise des données concernant Wegener grâce à Google Earth. Ici, bien sûr, en classe inversée, on va fonctionner de manière un petit peu différente, c'est-à-dire que vous allez devoir écrire le discours de Wegener ou de ses contradicteurs en utilisant les données de cette vidéo. Donc voici ce que vous devrez faire, je vous l'ai aussi distribué. Soit vous êtes des géologues de l'équipe de Wegener, vous êtes chargé d'écrire son discours, ou alors vous êtes une personne qui est contre la théorie de Wegener, à savoir la dérive des continents, et vous présentez un argument pour contredire Wegener. Alors tout d'abord, quels sont les arguments de Wegener? Il y a des données cartographiques. On a ici l'Amérique du Sud et l'Afrique, et l'on voit que les côtes ont une forme complémentaire. Donc le tracé des côtes est complémentaire de part et d'autre de l'Atlantique par exemple, mais c'est vrai dans d'autres endroits du monde. Vous découperez la carte proposée et reconstituerez l'apogée de Wegener. Nous avons ensuite des données géologiques. Vous voyez toujours sur ce document 1 de la page 76 de votre livre des roches anciennes, c'est-à-dire qui ont plus de 2 milliards d'années, que l'on retrouve en complémentarité si l'on vient raccrocher ces deux continents. On a également des chaînes de montagnes, représentées ici en marron, qui coïncident si on reconstitue le puzzle. Dans ces données géologiques, on a aussi ce qu'on appelle la distribution bimodale des altitudes. Ça, c'est une définition que vous devez connaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les altitudes terrestres se distribuent en deux groupes. D'une part, des altitudes positives
correspondant au continent avec une moyenne de 300 mètres d'altitude et des altitudes négatives au niveau des océans avec une moyenne de moins 4800 mètres. Les plus profondes fosses étant à moins 11 000 mètres, comme la fosse des Mariannes, les plus hautes altitudes étant de 8848 mètres pour l'Everest. On passe maintenant aux données biologiques que l'on trouve toujours sur ce document. Vous voyez qu'il y a des fougères, vous retiendrez fougères et non Glossopteris, identiques de part et d'autre de l'Atlantique, des dinosaures comme le mésasaure que l'on trouve aussi de part et d'autre, et d'autres vertébrés. On ne peut pas imaginer, d'après Wegener, que ces animaux soient partis à la nage d'un continent à un autre, puisque la distance est bien trop longue à parcourir. De même pour les spores de ces fougères, donc des animaux marins ou terrestres qui ne peuvent pas avoir franchi de telles distances. Enfin, des données climatiques. Nous avons des vestiges de glaciation au Permo-Carbonifère, c'est la période que nous avons étudiée à Lille au début, qui se trouve aujourd'hui au niveau de l'Inde, qui n'est pas du tout une zone glaciaire, au niveau de l'Afrique du Sud, qui n'est pas non plus du tout une zone glaciaire, ou de l'Amérique du Sud, ou de l'Australie. Ce qui veut dire que les continents tels qu'ils sont placés aujourd'hui n'étaient pas dans cette position il y a 300 millions d'années. Donc vous pouvez noter ici que les paléoclimats, paléo veut dire ancien, donc les climats anciens, sont trouvés identiques de part et d'autre de l'Atlantique, mais aussi sont des climats qui ne sont pas les climats actuels. Donc ça, il faut que vous l'ajoutiez dans votre cours. Ceci a permis à Wegener de reconstituer un seul et unique continent qu'il appelle la Pangée. G veut dire terre, Pan veut dire entier. Donc la terre entière ne formait, d'après lui, qu'un seul bloc, un seul supercontinent qui s'est ensuite fracturé pour aboutir à l'époque actuelle aux continents tels que nous les connaissons. Ce qui amène à la notion, au début du XXe siècle, les premières idées évoquant la mobilité horizontale s'appuient sur quelques constatations, les tracés des côtes, données cartographiques du Grand A, la distribution bimodale des altitudes, la distinction entre continent et océan, que nous avons vu dans le B, les données géologiques, la distribution géographique des paléoclimats, que nous avons vu dans le Grand D, et de certains fossiles, que nous avons vus dans le Grand C. Ici, je ne vais pas pouvoir vous montrer, je pense que ça ne passe pas. Mais je vous conseille d'aller voir ces documentaires qui s'appellent 50 degrés de latitude nord. Et vous allez pouvoir y trouver des informations concernant les coraux, concernant la Pangée, que j'espère vous montrer en classe. Donc vous pouvez maintenant reconstruire votre carte des différents de la Pangée à partir des différents continents qui existent actuellement et des liens qui permettent de reconstituer cette Pangée. Maintenant, grand 2, les arguments contre la dérive des continents, avec tout d'abord une animation que vous trouvez dans les documents pour comprendre de mon site. Deux théories s'opposent, la théorie des ponts continentaux à la théorie de la dérive des continents de Wegener. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ici, la théorie des ponts continentaux suppose qu'il y a eu effondrement de ces ponts et formation d'un océan au milieu. On a donc un mouvement vertical des terrains
alors que Wegener suppose, lui, un mouvement horizontal qui écarte les différents continents. Le problème, c'est que tous les arguments de Wegener pour expliquer l'écartement peuvent aussi être expliqués par cet effondrement. Je reviens au diaporama. Donc, ces ponts continentaux, vous retrouvez une schématisation dans votre livre à la page 78. Cette théorie peut donc contrecarrer tous les arguments de Wegener. Il suffit de faire tomber les ponts. D'autre part, la théorie de Wegener est un mécanisme qui n'a pas de cause. Pas de cause parce qu'à l'époque, la structure du globe est inconnue et notamment les mouvements de convection qui sont à l'origine de la tectonique des plaques, du mouvement horizontal des plaques, n'est pas connu à l'époque. Donc Wegener n'a pas de moteur cohérent. Lui, il suppose que ce sont les forces des marées exercées par la Lune et le Soleil qui sont responsables de ce mouvement des plaques, enfin des continents à l'époque, de la dérive des continents, mais ça n'est pas convaincant, pas suffisant comme moteur. Alors, en TP, nous allons voir comment la propagation des ondes sismiques nous informe sur la structure du globe et nous permet de valider l'hypothèse de Wegener.